Sabah al-Khair, bonjour tout le monde. Est-ce que le son est clair, s'il vous plaît? Très très bien. Alors aujourd'hui, ça sera notre dernier cours ensemble, du moins avec moi-même. Et Inch'Allah, on se verra en cinquième année. L'intitulé de ce cours sera euh, et plutôt les antiviraux. Dans cette euh, conjoncture, les antiviraux et tout ce qui est en relation avec les virus est très important pour la communauté médicale et scientifique de mieux comprendre le virus euh, et puis de chercher l'immunisation vis-à-vis des virus, ainsi de suite. Alors, sans trop tarder, puisque le temps est limité, nous allons commencer. Alors, le plan du cours, ça sera très simple. On fera une petite introduction, un petit rappel physiopathologique. On parlera des antiviraux eux-mêmes, leur mécanisme d'action, ainsi de suite, les limites de la chimiothérapie antivirale, les problèmes, et on va conclure pour faire une récap. Alors, les infections virales sont le plus souvent bénignes et ne requièrent aucun traitement. Alors, pour 80%, 90% des infections virales, elles sont bénignes, pas de traitement. Alors, la conduite à tenir, c'est infection virale ne veut pas dire qu'il faut instaurer un traitement automatiquement. La plupart, elles sont bénignes et ne requièrent aucun traitement pharmacologique. D'autres, par contre, peuvent aussi être évitées grâce à la vaccination. Alors, ici, on commence à classifier. Nous avons des infections virales bénignes, sans traitement, des infections virales pouvant être évitées avec la vaccination. Ça veut dire que ce n'est pas toutes les infections virales qui peuvent être évitées par la vaccination, mais certaines sont graves et chroniques comme l'herpès et le zona, ou carrément mortelles, infections à VIH ou hépatite C, et justifient le recours à des médicaments appelés les antiviraux. Alors les antiviraux, nous avons les vaccins pour une catégorie d'infections virales, les antiviraux pour une autre catégorie avec des croisements. Il y a parfois des croisements des virus où on peut vacciner et où on peut traiter avec des antiviraux. Alors, la physiopathologie, normalement, vous avez vu ça en microbiologie. Nous avons le génome. Le génome, il a la particularité d'être un ARN ou bien un ADN. Nous avons capsid. La présence ou absence d'enveloppe, elle n'est pas obligatoire. Nous avons les virus nus et puis les virus enveloppés. Pour les virus nus, est-ce qu'ils sont plus fragiles ou moins fragiles que le virus enveloppé, s'il vous plaît? Rapidement. Un virus nu, est-ce qu'il est plus fragile ou bien moins fragile qu'un virus enveloppé? Un virus nu est normalement moins fragile qu'un virus enveloppé. C'est ce qu'ils nous ont dit nos maîtres de microbiologie, puisqu'un virus qui est fragile, il a besoin d'une protection. C'est pour cela qu'il est enveloppé. Mais le virus lui-même, il est plus fragile que celui nu. Alors le nu, il est plus résistant que le virus enveloppé. Le virus est un agent infectieux caractérisé par un parasitisme intracellulaire strict. Il ne peut pas vivre tout seul. Il doit être euh, présent de façon intracellulaire, ce qui nous pousse à connaître la propagation des virus qui est limitée
dans l'air plusieurs heures ou 1 ou 2 jours au max, mais de façon générale, il ne peut pas survivre seul, de façon extracellulaire. Il ne peut pas survivre ou il peut survivre pour une petite période de temps. Il peut infecter de nombreux hôtes, les plantes, les animaux, les bactéries. Même les bactéries, elles peuvent être infectées par des virus, les animaux, les humains, bien sûr, et les trans-infections entre animaux, humains, ainsi de suite. Alors, la classification, elle se fait basée sur le type d'acide nucléique, ARN ou bien ADN, la structure simple ou double brin, sens positif ou négatif, la présence ou non d'enveloppe, les propriétés biologiques, la voie de transmission, est-ce qu'elle est manuportée, est-ce qu'elle est aérienne, ainsi de suite, les vecteurs, les moustiques, la pathogénie. La multiplication virale comporte de manière générale 6 étapes, et chacune de ces étapes est une cible thérapeutique potentielle. Je répète ce petit paragraphe. La multiplication virale comporte de manière générale 6 étapes, et chacune des étapes est une cible thérapeutique potentielle. Ça va nous expliquer les classes de mécanismes d'action, les différents types de mécanismes d'action qui vont avoir comme objectif, voilà, target, les 6 étapes suivantes. Attachement du virus sur des récepteurs de la membrane cytoplasmique. Alors, vous imaginez un petit peu, il y a la première, c'est l'assaut, c'est l'attachement du virus lui-même, la pénétration dans la cellule par endocytose ou par fusion, la décapsidation qui libère le génome viral, la réplication, transcription et traduction des protéines précoces de régulation, synthèse des acides nucléiques viraux, production des protéines virales tardives structurales, formation de nouveaux virions, et hop, la libération de nouveaux virions. Il y a l'attachement, la libération, la pénétration, plutôt il y a l'attachement et la pénétration, 1 et 2. Et il y a le contraire, c'est le 6. Le 3, c'est la décapsidation, et pratiquement le contraire, c'est le 5. Et le 4, c'est le lien entre les deux étapes. Vous avez un petit schéma récapitulatif. Attachement, fusion, décapsidation, transcription, reformation du capsid lui-même, et puis hop, release. Alors vous voyez ici quelques médicaments qui vont bloquer à chaque fois une différente étape de la multiplication virale. Tanamivir, il va bloquer the release, la libération. La montadine, elle va bloquer uncoating, ça veut dire la décapsidation, ainsi de suite. La ribagirine, la transcription, and goes on. Le cycle de réplication du VIH comme un exemple, pour voir un petit peu comment ça se passe. Les antiviraux sont utilisés dans le traitement des maladies virales suivantes. Infection à VIH, infection à herpès viridé, la famille des virus herpès. Nous avons le groupe simplex virus, responsable de l'herpès cutanéo-muqueux et génital, ainsi que la méningite à HSV, à herpès simplex virus. On a le groupe de la varicelle zona, responsable de la varicelle et du zona. Et on a le groupe du cytomégalovirus, responsable entre autres de quelques cancers. Hépatite virale chronique, type C et type B. Infection respiratoire basse, à virus respiratoire syncytial, le VRS. Infection grippale. Les molécules capables d'interférer. Alors, c'est quoi les antiviraux? Ce sont des molécules capables d'interférer avec le métabolisme du virus pour inhiber son cycle de multiplication, et ce en agissant sur l'une des étapes clés de ce cycle. Alors, ils vont bloquer le métabolisme. euh, Ils sont virostatiques pour la plupart. Ils sont virostatiques et pas virucides. Ces molécules possèdent des limites, toxicité cellulaire secondaire, interférence avec le métabolisme cellulaire normal. Ce point-là, on le rencontre aussi pour les antibiotiques, les antiparasitaires, c'est la spécificité par rapport à la cellule hôte et la cellule pathogène. Dépendant de cette spécificité, il y aura toujours une certaine toxicité cellulaire.
Une efficacité sur les virus latents, comme le VIH. S'il ne se multiplie pas, on ne peut pas l'attaquer. Alors, s'il est en stade latent quiescent, on ne peut pas l'attaquer, puisque eux-mêmes, c'est juste un blocage de la multiplication, mais pas virucide lui-même. Acquisition de résistance due aux variabilités génétiques. Parfois, les virus, il y a des mutations. Les mutations, comme vous le savez, elles sont ponctuelles et inattendues et elles peuvent fausser tous nos stratégies thérapeutiques. Mécanisme d'action agissent sur l'une des étapes de la multiplication des virus. Inhibition de la fixation, la première étape. Inhibiteur du corécepteur, ainsi de suite, empêche la fixation. Inhibition de la fusion des membranes du virus et de la cellule cible. Nous avons parlé de ceci. La deuxième étape. Inhibition de la fusion de membranes du virus et de la cellule cible aussi, toujours. Nous avons quelques exemples. Je vais passer. Troisième étape, inhibition de la décapsidation. La montadine et la rimantadine. Inhibition de la réplication virale. Nous avons ici pratiquement les mêmes que pour les anticancéreux, les analogues de nucléotides et nucléotides, les trisphosphorylés. Ces analogues de nucléotides et nucléotides, ils prennent la place des nucléotides normaux. La cible principale, c'est les enzymes virales. L'ADN polymérase virale pour les principaux anti-herpétiques, transcriptase inverse pour le VIH, affinité pour la polymérase virale est beaucoup plus importante que celle cellulaire humaine. Incorporation dans l'ADN viral, blocage de l'élongation de l'ADN par manque de radical hydroxyle à la position 3' nécessaire à l'accrochage d'un autre nucléotide. Je vais faire une petite brush-up, une petite révision de la génétique. Ici, c'est un petit récapitulatif. Nous avons la cyclovir pour l'herpès zona, cyclovir, pancyclovir, fancyclovir, valacyclovir, ainsi de suite. Les analogues de pyrophosphate inorganique. Ici, c'est pas, on ne va pas remplacer, inhibe directement l'ADN polymérase de l'herpès virus et la transcriptase inverse du VIH sans avoir besoin d'un métabolisme intracellulaire. Efficace aussi sur le virus varicelle, Zona et le cytomégalovirus. Celui réversiblement aussi de fixation de pyrophosphate. Et comme vous le voyez dans le quatrième point, l'affinité est 100 fois plus élevée, plus importante pour les polymérases virales que celle pour les celles cellulaires. Se fixe à proximité du site catalytique de l'enzyme au sein d'une poche hydrophobe, ainsi de suite. Les inhibiteurs de l'intégrase du VIH, par exemple, inhibent l'enzyme qui assure l'intégration du DNA d'origine virale. Inhibition de la maturation des Maintenant, c'est l'étape de multiplication, c'est l'inhibition de la maturité des particules virales, l'antiprotéase. On va passer. Maintenant, on va ouvrir une petite parenthèse sur l'immunomodulation. C'est la stimulation de l'immunité innée et acquise antivirale via l'administration des interférents humains de type 1 recombinant. Maintenant, pour tout ce qui est coronavirus et tout, on va ouvrir une petite parenthèse pour en parler enfin, les stratégies que vous avez entendu parler et leur pertinence dans le traitement des virus.
Pour la varicelle, c'est une maladie très répandue. Pour la non compliquée, c'est un traitement symptomatique. Pour la fièvre, un antipyrétique, ainsi de suite. Les formes graves et patients à risque, la cyclovir. Son seul traitement concerne les sujets immunocompétents dans l'objectif de prévention de douleurs post-zostériennes, valacyclovir ou vanciclovir. Pour le cytomégalovirus, le traitement s'adresse aux sujets immunodéprimés. Infection grippale, traitement et prévention des complications chez les sujets à risque. Pour les effets indésirables, on peut tous sommet, les sommer dans le tableau suivant. Les antiherpétiques, euh, la néphrotoxicité, troubles électrolytiques, surtout le foscarnet et les cidofovir. La toxicité hématologique, elle est dose dépendante. Les interférents, nous avons les troubles hématologiques qui sont vraiment fréquents. Troubles psychiatriques, parfois syndrome dépressif, c'est un problème. Les antirétroviraux, les anomalies glucidolipidiques, atteintes mitochondriales, anomalies osseuses, ainsi de suite. Les antiviraux de la grippe, euh, généralement, ils sont bien tolérés, mais parfois nous avons des troubles digestifs ou bien des insomnies, des vertiges, mais elles sont mild, elles sont douces, sont mieux tolérées que l'amantadine, la ribavirine, tératogène, il faut faire attention, tenofovir, néphrotoxicité. Alors, pour les interactions médicamenteuses, vous savez bien qu'il y a des interactions d'ordre pharmacocinétique et d'ordre pharmacodynamique. Pour le pharmacocinétique, c'est le système ADME, peut-être l'absorption, la distribution, le métabolisme. On va mettre l'accent sur le métabolisme hépatique, il est important. Interaction avec les inducteurs et les inhibiteurs de cytochrome, les anticonvulsivants, inducteurs enzymatiques et plusieurs neuroleptiques, ainsi de suite. Euh, si on conjugue ça aux problèmes dépressifs, alors ça peut aggraver la situation. Les antirétroviraux, par exemple, ils sont eux-mêmes des inducteurs enzymatiques, beaucoup d'interactions avec les œstroprogestatifs, contraceptifs, sakinavir, ainsi de suite. Leur métabolisme peut être inhibé par les inhibiteurs enzymatiques, la rifampicine et le kétoconazole. L'administration de médicaments néphrotoxiques, les aminosides par exemple, elles potentialisent la toxicité rénale. Euh, les limites maintenant de la chimiothérapie antivirale. Vous allez voir que vraiment, il y a un parallèle avec ce qui est anticancéreux. La toxicité cellulaire non négligeable, médulaire et rénale, du fait qu'ils vont agir directement de façon intracellulaire. Ils n'ont pas d'autres mécanismes euh, pour avoir euh, une intervention spécifique étroite, pas de thérapie à large spectre. Alors, nous n'avons pas le loisir ou bien le luxe dans les cas échéants d'utiliser, par exemple, un antibiotique à large spectre très fort, puisque chacun, il a son mécanisme, il a sa spécificité. Même dans les petites mutations, ça peut tout chambouler. Activité antivirale limitée, l'action est virostatique et impossibilité d'éradiquer les infections latentes. Il faut que ça se manifeste euh, pour qu'on puisse les traiter. Et parfois, si ça se manifeste, c'est trop tard. Il y a plusieurs maladies. Si elle devient cliniquement parlante ou bien évocatrice, c'est déjà, on ne peut plus traiter. C'est ça le dilemme. Un coût financier assez important. Le coût financier, puisque
et en relation avec euh, euh, l'investissement de départ, bien sûr, mais c'est la nouveauté de la chose puisqu'on travaille sur une échelle de nano jusqu'au picomètre. C'est pour cela que c'est pas comme les antibiotiques qui ont un recul historique, c'est des nouvelles classes, surtout les années 80 avec le VIH, ce qui implique que ce n'est pas encore amorti. Alors le coût financier est important. Inch'Allah, après 10 ans ou 20 ans, ça va se démocratiser et devenir plus accessible. Et il y a toujours le risque d'émergence de virus résistants. Ce risque est conclusion, malgré les limites de cette immunothérapie antivirale, dont une activité non virucide et une émergence rapide de mutations euh, de résistance, les antiviraux permettent pour certaines infections la guérison complète et pour d'autres, au moins, une amélioration du pronostic de la maladie et de la qualité de vie des patients. J'ai essayé d'alléger le cours au maximum. Maintenant, je suis là pour prendre vos questions si vous avez quelques-unes. Le cours a été normalement déposé au niveau de la surface. C'est juste un petit rappel. Normalement, vous avez pu voir ce cours et le consulter dans le- la base de données de la faculté. Alors, des questions, s'il vous plaît? Comment sont les questions? Est-ce que le traitement avec les antiviraux est chronique? Ça dépend de l'infection. Il y a, il y a les antiviraux. Il y a les infections où les antiviraux, ils peuvent euh, radicalement éliminer les virus. Mais il y a d'autres infections où ça reste dans le stade latent et puis il y a des résurgences où l'antivirus n'est pas assez virostatique pour bloquer à 100% la multiplication. Alors, il se crée un équilibre. C'est quoi la chronicité? C'est un équilibre entre le traitement et la multiplication. Si la multiplication gagne cette bataille, alors nous allons avoir le côté aigu et le côté plus morbide de la maladie. Mais comme je vous ai dit dans la conclusion, il y a des traitements juste pour essayer de ralentir le, cette infection. Mais pour la plupart, c'est à usage curatif, puisque, alhamdoulilah, pour la plupart, elles sont bénignes. Nous avons la classe des infections bénignes, la classe des infections virales qui peuvent être euh, évitées par vaccination et celles qui peuvent être soignées, comme je vous ai dit, avec des croisements, par exemple la grippe. On peut avoir un vaccin de la grippe et avoir un antiviral contre la grippe. Oui, s'il vous plaît. Go on. Est-ce que le traitement avec les antiviraux est chronique? C'est quoi la relation entre l'immunomodulation et nouvelles thérapeutiques contre le coronavirus? Alors ici, l'immunomodulation et les nouvelles thérapeutiques contre le coronavirus. C'est le côté immunologique plutôt. C'est pas l'immunomodulation elle-même. L'immunomodulation, c'est l'une des thérapeutiques, mais c'est l'immunologie elle-même. Maintenant, on doit comprendre le coronavirus. La première question. C'est un virus. Très, très bien. Alors, est-ce qu'il est bénin ou malin? Il est malin. OK. Est-ce qu'on peut l'éviter ou est-ce qu'on ne peut pas l'éviter? Alors ici, il y a
une, un point d'interrogation. Est-ce qu'on peut le traiter ou est-ce on peut pas le traiter? Il y a un autre point d'interrogation. Et le troisième point d'interrogation, c'est le côté, l'inconnu ici, c'est pas le côté pathogénique, c'est beaucoup plus le côté immunologique. Si on, heu, assert, si on comprend bien, si on arrive à comprendre l'aspect immunologique du virus, alors c'est bon. On va pas perdre, du temps à trouver un vaccin, par exemple par exemple la grippe. Nous avons des vaccins de la grippe. Est-ce que nous avons un vaccin de la grippe? Non. Nous avons de façon annuelle plusieurs vaccins. Alors, dans notre approche, c'est pas trouver le vaccin, c'est trouver le vaccin pour ce genre de virus. C'est là et c'est une course contre le temps à chaque fois, avoir le vaccin. Alors, c'est le côté immunologique. L'immunomodulation, c'est de booster l'immunité du corps pour pouvoir faire face elle-même au coronavirus. Alors, elles sont toutes des stratégies et des théories qui ne sont pas encore établies. D'autres questions, s'il vous plaît? Je ne sais pas si c'est l'horaire ou bien, puisque vous êtes peu nombreux aujourd'hui, j'espère que vous serez plus nombreux les prochaines fois. Sur ce, je vous souhaite une bonne et belle journée et Inch'Allah à très bientôt en août éventuellement pour les examens et bon courage et ne restez pas à la maison et je ne sais pas exactement le conseil à vous donner. Alors bonne journée et à très bientôt Inch'Allah.